Alors, ce qu'on a vu la fois passée, donc on a vu la définition de la programmation. Donc, on a dit que la programmation, c'est le fait d'automatiser, d'accord? Automatiser des actions. D'accord? Et on a souligné le mot-clé automatisé parce que c'est le contraire de ce qui pouvait se passer manuellement. D'accord? Alors, tout ce que pouvait donc faire une entreprise manuellement, on a dit par exemple la gestion des fournisseurs, la gestion des clients, la gestion des patients pour les hôpitaux, la gestion des... il y a des personnes qui viennent de venir. Alors, tout ce qui est gestion, je disais des patients, gestion des hôpitaux, gestion des dossiers patients, des rendez-vous, etc. Tout ce qu'on peut faire manuellement, par exemple, sous forme de registre, etc., ou sous forme de papier, tout simplement, d'accord? Si nous voulons l'automatiser, afin d'avoir des informations, par exemple, on donne une requête ou une question par exemple, à la base de données, d'accord? Et il nous répond par donc la réponse attendue. Par exemple, un utilisateur utilise un logiciel, d'accord? Donc, on demande, par exemple, donnez-nous, par exemple, les clients qui ont moins de 25 ans. Et on a une réponse, d'accord? Donnez-nous les gains annuels, les gains mensuels. Combien, par exemple, il y a de gains nets mensuellement, etc. Quels sont les salariés qui ont plus qu'un salaire particulier? Qui sont les clients qui habitent à une région précise? D'accord? Donc, le fait de faire des calculs manuels, d'accord? Donc, là, on fait de l'automatisation. Alors, il existe des entreprises qui ont leur information sur un ordinateur, sauf que ce n'est pas automatisé, d'accord? Alors, si, par exemple, à la place de la gestion sous forme de papier ou sous forme de registre, ils copient tout ce qu'ils ont sur les papiers sur la machine, d'accord? Par exemple, sur un fichier Word ou sur un fichier Excel. Ceci, on ne l'appelle pas de l'automatisation, mais on l'appelle une numérisation. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, ils ont transformé tout ce qui est papier vers ce qui est numérique. D'accord? Donc, ça s'appelle une numérisation. Et ils stockent ça dans ce qu'on appelle une banque de données. D'accord? Donc, numérisation. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me dites. Donc, numérisation. Et ils stockent ça dans une banque de données. Donc, une banque de données, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations qui est numérisé sur une machine. Si on ouvre un document Word et on trouve toutes les informations des clients avec leur âge, adresse, etc., ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire de l'automatisation. L'automatisation, c'est quand les traitements deviennent automatiques. D'accord? C'est quand on demande, par exemple, quels sont les clients qui ont plus de 25 ans ou, par exemple, quels sont les salariés ou quelle est, par exemple, la charge totale de tous les salaires de tous les salaires des employés. À ce moment-là, on parle d'automatisation. Mais le fait d'avoir toutes les données sur l'ordinateur, on l'appelle ça une numérisation de données. Et donc, on est en train de gérer une banque de données. D'accord? Alors, la banque de données, est-ce que vous entendez parler des bases de données? Non, madame, on n'a pas étudié base de données. Non, juste, est-ce que vous entendez parler de cette notion? Franchement, personnellement, non. Alors, une base de données,
En informatique, on peut la schématiser comme ceci. D'accord? Base de données. Alors, une base de données, c'est un ensemble d'informations qui est aussi numérisé. Ceci dit, alors pour les étudiants qui viennent de venir, le cours est enregistré et je peux partager le lien de l'enregistrement. D'accord? Alors, je disais que pour la base de données, donc c'est un ensemble d'informations qui est aussi numérisé, d'accord? Mais qui est structuré sous forme de table. D'accord? Par exemple, on peut trouver à l'intérieur de la base de données une table de clients où on trouve toutes les informations sur le client. Par exemple, identifiant tous les noms des clients, leur prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. D'accord? On peut trouver aussi une table des produits. Par exemple, quand je dis identifiant, c'est le numéro du client, numéro du produit. Identifiant du produit, par exemple, le nom du produit, son prix, etc. Les informations sur tous les produits de l'entreprise. D'accord? Et donc, ce qui caractérise une base de données, ce sont les liens entre les tables. C'est-à-dire que les informations sont structurées sous forme de table. Voilà la première table, voilà la deuxième table. Et il faut un lien important qui est la relation entre les deux tables. Et la relation dans cet exemple d'une petite base de données, c'est que les clients commandent ou bien achètent des produits. D'accord? Et on peut dire par exemple que le client numéro 37 a acheté le produit numéro 20. Et c'est ça la relation entre le client et le produit. Donc, la différence entre une banque de données et une base de données. Une banque de données, ce sont des informations simplement numérisées sur une machine sous forme d'Excel ou sous forme de Word ou sous forme de n'importe quel éditeur de texte. Par exemple, vous ouvrez un bloc-notes et vous commencez à mettre tout ce que vous avez sur papier si vous avez une entreprise et vous le mettez dedans. Par contre, une base de données, ce sont des informations qui ont aussi été numérisées, d'accord, mais qui sont structurées sous forme de tables et de liens entre les tables. D'accord? Alors, une fois que la base de données est établie, qu'est-ce qu'on fait? On peut consulter la base de données. D'accord? Donc, je disais que pour ce bonhomme en informatique, on schématise un utilisateur, par exemple. D'accord? Donc, user en anglais. Donc, cet utilisateur qui est vous, qui est n'importe quelle personne qui utilise ou qui demande à la base de données des informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à la base de données? Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut lui demander ce qu'on appelle la demande à la base de données, on l'appelle une requête. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à cette base de données? Donnez-moi les clients qui ont plus de 25 ans. Donnez-moi tous les produits qui ont un prix inférieur à 1000 dirhams. Quels sont les produits qui commencent par un B, etc. D'accord? Et quand on demande à la base de données, on a une réponse. D'accord? Une réponse. Donc, ça, c'est la requête et ça, c'est la réponse. Alors, l'interface entre l'utilisateur et la base de données, parce que vous, par exemple, si vous voulez créer la base de données, vous n'allez pas créer juste sur Word, par exemple. D'accord? Donc, il faut un logiciel ou un programme qui permet de faire ça, qui permet de gérer la base de données. D'accord? Vous suivez? Il n'y a pas de questions jusqu'ici? Non, madame. D'accord. Alors, pour gérer cette base de données, je disais qu'il faut un logiciel. D'accord? Donc, le logiciel qui permet de gérer la base de données et qui va jouer le rôle d'interface entre l'utilisateur et la base de données, on l'appelle un système de gestion de base de données.
il va être ici. Système de gestion de base de données. Je pense que vous avez déjà entendu parler d'un SGBD. D'accord? Donc, SGBD, système de gestion de base de données. C'est un logiciel, c'est une interface qui permet de gérer une base de données utilisable par un utilisateur. Donc, c'est une fois on installe le SGBD sur l'ordinateur, et je vais vous donner des exemples que vous connaissez déjà, que vous entendez parler. Par exemple, on a Oracle. Oracle, c'est un SGBD, c'est un système de gestion de base de données. On a Access. Access, Microsoft Access, c'est un système de base de données. C'est un système de gestion de base de données. D'accord? Alors, une fois qu'on installe le SGBD, qu'est-ce qu'on fait? On crée la base de données, on la remplit avec les informations et on commence à demander des requêtes pour avoir des réponses. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Alors, on a défini ce que c'est que la programmation et l'objectif de la programmation. Donc, qui est, comme ce qu'on a vu dans le slide 1, donc l'automatisation des actions. D'accord? On a dit qu'un programme, je ne sais pas si on a dit tout ça, mais je vais répéter quand même pour commencer l'enregistrement depuis cette séance. Alors, un programme, c'est un ensemble d'instructions qui permettent d'automatiser des actions. D'accord? Donc, c'est un ensemble de lignes de code qui permettent d'automatiser les actions. D'accord? On a vu aussi la différence entre un programme et un logiciel. Donc, on a dit qu'un programme, c'est c'est la suite de code, d'accord? C'est quand on est en train d'écrire le programme. Donc, ça peut être pour, par exemple, un algorithme, début et fin. Bon, ça dépend de ce que vous écriviez en algorithme. Début, fin, avec, par exemple, déclaration de variables, avec S qui reçoit A plus B, etc. Donc, cet ensemble des lignes, on l'appelle programme. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on a deux principaux rôles dans la programmation qu'on verra pendant toute l'année. On a le rôle du programmeur et le rôle de l'utilisateur. Donc, le programmeur, c'est celui qui programme, qui est en train d'écrire le programme, et l'utilisateur, c'est celui qui utilise le programme une fois écrit, fini et exécuté. D'accord? Donc, si on prend, on avait pris l'exemple d'une calculatrice. Donc, une calculatrice, c'est une machine où il y a de la programmation, bien évidemment, derrière. Une fois que vous la prenez pour faire l'addition de deux nombres, par exemple, vous êtes autant qu'utilisateur. Vous avez le rôle d'utilisateur. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Vous tapez le premier nombre, par exemple 7, vous choisissez aussi l'opération et vous choisissez le deuxième nombre et vous appuyez sur égal pour avoir le résultat. D'accord? C'est qui a programmé derrière l'addition? Ce sont les programmeurs de la calculatrice. Donc, vous n'avez que le rôle de l'utilisateur. D'accord? Alors, si par exemple, on a un demandeur de logiciel, par exemple, un hôpital qui a demandé un logiciel ou un programme de gestion des patients, par exemple. Alors, les programmeurs, ça peut être un ensemble de personnes dans une entreprise d'informatique qui programment le logiciel. Une fois que c'est fini, d'accord, on va à l'hôpital, on l'installe, on appelle ça le déploiement, on l'installe et puis par la suite, les médecins, les infirmiers, les assistants, etc. vont utiliser le logiciel. D'accord? Donc, à ce moment-là, le programmeur est différent de l'utilisateur. Et on a dit que des fois,
la notion de programmeur ou le rôle du programmeur, où une même personne peut avoir le rôle du programmeur et tout de suite après le rôle de l'utilisateur. Donc, par exemple, dans les cas simples, les cas de ce que nous allons voir cette année, d'accord? Par exemple, quand vous allez programmer les premiers programmes par exemple, la somme de deux entiers, vous allez écrire vous-même le programme. Une fois que vous allez finir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'exécuter pour le tester. Donc, quand vous allez l'exécuter pour le tester, vous allez avoir le rôle ou la casquette de l'utilisateur. Et donc, vous allez choisir le premier nombre, puis le deuxième nombre pour avoir le résultat. Donc, vous allez être vous-même et le programmeur et l'utilisateur. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour ces deux notions? C'est bon, je passe? D'accord. Donc, un programme, on était en train d'expliquer donc la relation entre programme et logiciel. Donc, un programme, il est sous forme de lignes de code. Et une fois qu'il est exécuté, ça veut dire fini et lancé pour être utilisé, on appelle ça un logiciel. Et un logiciel, il a comme extension .exe. Et ça veut dire quoi une extension? On parle d'extension quand on veut exprimer le type d'un fichier. Si vous avez un fichier Word, par exemple, donc ça va être le nom de votre fichier, par exemple, mon fichier .doc. Donc le .doc, c'est l'extension de votre fichier. Parce que c'est un fichier Word, il a comme extension doc, .doc ou .docx pour les nouvelles versions. D'accord? Si vous avez un document PDF, donc il a comme le nom du PDF, .pdf. Si vous avez, par exemple, un audio, par exemple, ça peut être MP3. D'accord? Pour l'extension d'un logiciel, c'est .exe. C'est le nom du logiciel .exe. Une fois que vous voulez l'exécuter ou l'utiliser, qu'est-ce que vous faites? Vous double-cliquez sur l'exécutable, on appelle ça l'exécutable, et vous lancez le logiciel pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que c'est clair ou je répète quelque chose? Madame, cette extension, c'est pour définir le genre de fichier qu'on impose. Exactement, le type, c'est le type du fichier. Le type, d'accord, merci. Alors, n'importe quel logiciel que vous voulez installer sur votre ordinateur, il a comme extension .exe. Vous téléchargez l'exécutable, d'accord? Vous le téléchargez et vous l'installez. Madame, Oui? est-ce que le logiciel est un programme qu'on peut utiliser comme ça ou qui peut être exécuté? Oui, on peut dire ça comme ça. Un logiciel, D'accord, c'est un programme, c'est-à-dire qu'il a été bien évidemment programmé, qu'il est prêt à être utilisé. d'accord, merci. D'autres questions? Alors là, je fais exprès de vous donner un petit peu des généralités qui sont autour de la programmation pour avoir des notions de base, pour comprendre et situer un petit peu ce que c'est qu'un programme. Parce que je pouvais commencer directement par déclaration de variables, etc. D'accord? Mais je préfère quand même faire un petit tour et bien comprendre pourquoi on fait de la programmation, etc. D'accord?
Alors, si par exemple une entreprise développe un programme, d'accord, pour un hôpital, quand on va aller pour donner le programme à l'entreprise, qui est le demandeur du logiciel, on ne va pas leur donner le code forcément. On peut leur donner le code, mais eux, qu'est-ce qu'ils demandent le plus, ou ils ont besoin de quoi exactement? Ils ont besoin de l'exécutable. Donc, on peut leur donner que le point exé. D'accord? On peut leur donner que ça. On installe le logiciel sur leur machine et eux, autant qu'utilisateurs, ils vont utiliser le logiciel. D'accord? Donc, ils peuvent faire rentrer les informations des patients, les informations sur les maladies, les informations sur les médecins, les secrétaires, etc. Les fournisseurs et ainsi de suite. D'accord? Alors, pour cette histoire du demandeur de logiciel et l'équipe qui réalise le codage, alors, donc il y a le demandeur du logiciel, d'accord? Et il y a l'équipe ou la personne qui programme, programmeur, d'accord? Alors, le demandeur du logiciel, ça peut être un hôpital, on a dit, un cabinet dentaire, un cabinet de médecine générale. Ça peut être une entreprise de vente de produits informatiques. Ça peut être donc n'importe quelle entreprise qui veut automatiser ses traitements. D'accord? Elle demande, quand il s'agit d'un grand projet, on demande en général à une entreprise, à une équipe. D'accord? Alors, l'équipe qui programme, on l'appelle le maître d'œuvre. Et le demandeur du logiciel, on l'appelle le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre demande le maître d'ouvrage demande au maître d'œuvre de réaliser un logiciel. Et ça passe par plusieurs étapes. D'accord? La dernière fois, je vous ai juste dit rapidement que quand on veut réaliser un logiciel, ça ne passe pas que par la programmation. D'accord? Quand on vous demande de créer un logiciel, ou pour ceux qui sont intéressés par la création de logiciels, d'accord? Parce que ça, cette année, donc ça va être une initiation à la programmation. Et on a choisi le langage C parce que c'est un langage, on verra par la suite les objectifs du langage C pour le situer par rapport aux autres langages de programmation. Mais pour ceux qui sont intéressés par la programmation et qui veulent aller plus loin, pour réaliser un logiciel, on ne passe pas directement à la programmation. Donc, il y a des étapes avant et la programmation vient vers la fin. D'accord? Donc, une fois le demandeur du logiciel exprime ses besoins, il l'exprime dans ce qu'on appelle le cahier des charges. Donc, le cahier des charges, c'est un document où le maître d'ouvrage exprime donc tous ses besoins. D'accord? Il dit que voilà, je veux un logiciel qui permet de faire ça, ça, ça et ça. On appelle ça le cahier des charges. D'accord? Donc, une fois que le programme... Là, je vais essayer de résumer parce que là, je peux y rester toute une séance. D'accord? Le programmeur donc prend le cahier des charges et passe par plusieurs étapes dont les plus importantes sont la planification, c'est-à-dire qu'il planifie comment ils vont faire
comment ils vont réaliser ce projet. Par exemple, ils vont dire que la première semaine, on va faire ça, la deuxième semaine, on va faire ça, les deux dernières semaines, on va faire ça, et ainsi de suite. Donc, c'est schématiser les tâches en fonction du temps et autre chose, de budget, etc. Par la suite, ils font de l'analyse et la conception via des diagrammes. Ça veut dire qu'ils schématisent. Si vous entendez parler de l'UML, donc c'est un langage qui permet de schématiser. D'accord? Madame, Oui, on peut dire même organigramme. l'organigramme de l'entreprise. Voilà, lorsqu'il schématise, il utilise un organigramme. Alors, D'accord? l'organigramme, c'est ça. L'organigramme, c'est d'une entreprise, par exemple, c'est quand on dit que là, c'est la direction générale, d'accord? Et au-dessus de la direction générale, par exemple, il y a le département informatique, il y a le département comptabilité, département finance, et sous celui-là, on a des sous-départements, etc. Ça, c'est l'organigramme de l'entreprise. Ça Oui, peut être sous forme de département ou ça peut être sous forme de personnes, les postes. oui, Par contre, quand j'ai parlé de la première étape de la planification, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Gantt. Ça s'écrit comme ça, diagramme de Gantt. Qu'est-ce qu'on schématise? On schématise les tâches en fonction du temps. Les tâches. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, dans la première semaine, on va faire de la documentation. Dans la deuxième semaine, on va faire de l'analyse, par exemple, ou bien l'étude de faisabilité. Troisième semaine, on va faire l'analyse. Dans la quatrième et cinquième semaine, on va faire la conception. À partir de la sixième semaine, on va commencer le développement. Après le développement, on va faire les tests. Et après les tests, on va faire le déploiement. D'accord? Ça fait partie de... ça fait partie de la planification. Alors, vous m'entendez? oui, madame, on vous entend, mais il s'affiche rien. Il n'y a plus l'affichage. Euh, En fait, on me dit qu'il reste 1 minute et quelques pour arrêter la réunion. D'accord? D'accord, Je vous envoie tout de suite, un autre lien chez le délégué et vous vous connectez tout de suite. d'accord, madame, il n'y a pas de souci. D'accord?